Je devais être dans un avion, mais à 5h42 du matin, un SMS sur le téléphone de mon mari a transformé mon voyage en piège. Il avait planifié 48 heures de liberté, une suite d'hôtels et une signature qui me coûterait tout. Je n'ai pas crié. J'ai annulé le voyage et j'ai attendu dans l'obscurité. Quand il est entré, il s'est figé. « Tu n'es pas parti ?» J'ai souri. Voyage annulé. C'est là que je l'ai regardé paniquer. Je m'appelle Addison Kimé, dans mon métier, le silence est généralement la denrée la plus chère sur la facture. Je m'occupe de la gestion de crise pour Blackstone Harbor Strategy ici à Chicago. Lorsqu'un PDG est pris en flagrant délit de détournement de fonds ou qu'une entreprise pharmaceutique empoisonne accidentellement une nappe phréatique, on m'appelle pour contrôler le récit. Je suis payé pour rester calme quand le monde s'écroule. Je n'aurais jamais pensé que le feu prendrait sur l'îlot de ma propre cuisine à 5h42 du matin. La maison était calme, de ce silence lourd et pressurisé qui plane sur les banlieues avant que le soleil ne franchisse complètement l'horizon. J'étais déjà réveillé, sirotant une tasse de café noir, passant mentalement en revue l'itinéraire de mon prochain voyage d'affaires à Seattle. Le téléphone de Nolan était posé sur le comptoir en marbre à côté de la corbeille de fruits. Il le gardait habituellement comme un secret d'État, face contre table, mode silencieux activé. Mais hier soir, il a dû être négligent. Ou peut-être était-il simplement arrogant. L'arrogance est toujours là où les fissures commencent. L'écran s'est allumé. C'était une notification unique, vive et nette contre la faible lumière de la cuisine. Je n'ai pas touché le téléphone. Je n'avais pas besoin de le déverrouiller pour lire l'aperçu. Le message provenait d'un numéro enregistré simplement sous le nom de B. Il disait « Hôtel The Lark, suite 412. Le champagne est au frais. Dès qu'elle embarque, je suis à toi pour une seconde. » L'air a quitté la pièce. C'était comme si la cuisine s'était dépressurisée. Le Larkspur était un hôtel de luxe du centre-ville, le genre d'endroit où l'on paie $500 la nuit pour la discrétion et la qualité des draps. Dans les films, l'épouse trahit crie. Elle jette la porcelaine de prix contre le mur. Elle s'effondre en un tas de misère sanglotante. Je n'ai rien fait de tout cela. Mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes, trahison physique de mon calme, mais mes mains étaient stables. J'ai posé ma tasse de café sans faire de bruit. J'ai glissé la main dans la poche de ma robe de soie, j'ai sorti mon propre téléphone et j'ai pris 3 photos haute résolution de l'écran. J'ai capturé le message, l'horodatage et l'initiale de l'expéditeur. Puis, avec la précision d'un chirurgien, j'ai vérifié l'angle de son téléphone. J'ai remarqué qu'il était légèrement de travers par rapport à la corbeille de fruits. Je l'ai repoussé de 3 mm vers la gauche. Il devait avoir l'air intact. Mode crise activé, me suis-je chuchoté. C'était un mantra que j'utilisais avant d'entrer dans des salles de conseil remplies de cadres hurlants, évaluer les dégâts, rassembler les données, ne pas réagir avant de contrôler l'issue. Les planches de l'étage ont craqué. Nolan était debout. J'ai tourné le dos au comptoir et je me suis occupé avec la machine à expresso, forçant ma respiration à ralentir, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Au moment où Nolan est entré dans la cuisine, je n'étais qu'Addison, la belle épouse se préparant pour un voyage d'affaires. « Salut, bébé », a dit Nolan. Sa voix était chargée de sommeil, mais il y avait une énergie dessous, un bourdonnement d'excitation qu'il essayait de réprimer. Il s'est approché derrière moi, passant ses bras autour de ma taille et m'embrassant sur le côté du cou. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas tressaillir. Son contact, d'ordinaire chaud et familier, me semblait maintenant être une violation. C'était comme une négociation contractuelle douteuse où je savais que l'autre partie mentait sur les chiffres. « Bonjour », ai-je dit, gardant une voix légère. « Tu es debout tôt. »« Je ne pouvais pas dormir », a-t-il menti. Il a contourné l'îlot, attrapant une banane. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone mais ne l'a pas pris. Il jouait la carte de l'indifférence. « Je pensais juste à ton départ aujourd'hui. Je déteste quand tu pars pour 3 jours. » Il s'est appuyé contre le comptoir, croisant les chevilles. Il était beau dans son t-shirt gris chiné, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire. Il avait cette mâchoire typiquement américaine, ce sourire facile qui faisait que les clients lui faisaient instantanément confiance. Mais aujourd'hui, j'ai vu autre chose. Ses yeux étaient trop brillants. Il y avait un frémissement de sourire au coin de sa bouche qui ne correspondait pas à ses paroles de regret. Il n'était pas triste que je parte. Il comptait les minutes.
C'est juste un voyage rapide, ai-je dit, prenant une gorgée de mon café pour cacher le rictus qui menaçait de se former sur mes lèvres. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Assure-toi de m'envoyer un SMS quand tu embarques, a dit Nolan, épluchant la banane avec des gestes décontractés et exercés. Et quand tu atterris, juste pour que je sache que tu es en sécurité. Bien sûr, ai-je répondu. Je ne voudrais pas que tu t'inquiètes. L'hypocrisie avait un goût amer, comme de la bile au fond de ma gorge. Je l'ai observé. Je l'ai vraiment observé. Depuis 6 mois, il y avait eu des signes, des petites choses, des points de données que j'avais écartés comme étant du bruit, son dévouement soudain à la salle de sport 3 soirs par semaine, alors que son sac de sport ne sentait jamais la sueur, les dîners interminables avec de nouveaux clients qui n'aboutissaient jamais à des contrats signés, la façon dont il inclinait son écran pour l'éloigner de moi sur le canapé. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque. Je m'étais dit que Nolan était un homme bon, un partenaire, ma stabilité dans un monde chaotique. Mais dans ma profession, nous avons un dicton, si les chiffres ne correspondent pas, c'est que quelqu'un trafique les comptes. La trahison n'est pas une émotion brûlante et enflammée. Pas pour moi. Elle est froide. Elle est clinique. C'est exactement comme se connecter à un compte bancaire et voir un solde négatif là où se trouvaient vos économies. C'est la réalisation que les fondations de votre maison sont en train de pourrir, et que la personne avec qui vous la partagez est celle qui détient la colonie de termites. À quelle heure est ton vol déjà, a-t-il demandé, essayant de paraître décontracté, mais la précision de la question l'a trahi. Il avait besoin du calendrier. Il avait besoin de la logistique pour se coordonner avec Béo Larkspur. 10h30, ai-je dit. La voiture vient me chercher à 8h. Génial, a-t-il dit, un peu trop vite. Parfait. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que le confronter maintenant serait une erreur. Si je criais, si je lui montrais la photo du SMS, il inventerait une histoire. Il dirait que c'était une farce, un malentendu, un faux numéro. Il me manipulerait. Et pire encore, il effacerait ses traces. Il supprimerait les messages, cacherait l'argent et renforcerait sa sécurité. Les amateurs confrontent sur la base de l'émotion. Les professionnels confrontent sur la base de l'influence. Et pour l'instant, j'avais des soupçons, mais je n'avais pas le dossier complet. Je vais aller finir mes bagages, ai-je dit, posant ma tasse dans l'évier. D'accord. Je t'aime, a-t-il lancé après moi. Moi aussi je t'aime, ai-je dit. Le mensonge est sorti facilement, une arme défensive. J'ai monté les escaliers, mes jambes semblant lourdes mais mon esprit tournant à 100 à l'heure. Je suis allé dans notre chambre et je me suis assise au bord du lit. J'ai ouvert mes emails sur mon téléphone. Elle était là, la confirmation de la compagnie aérienne, vol 304 pour Seattle, départ 10h30 du matin. Nolan pensait avoir planifié les 48 heures parfaites. Il pensait qu'au moment où ses roues quitteraient le tarmac, sa vie de célibataire reprendrait temporairement. Il avait l'hôtel. Il avait la fille. Il avait probablement des réservations pour dîner dans un endroit que je voulais essayer depuis des mois. J'ai fixé le bouton d'enregistrement sur l'écran. Si je montais dans cet avion, je serais la victime. Je serais l'épouse inconsciente assise dans une salle de conférence à Seattle pendant que mon mari détruisait notre mariage dans une suite d'hôtels du centre-ville. Mais si je n'y allais pas, une résolution froide s'empara de moi. C'était le même sentiment que j'éprouvais juste avant d'entrer dans une conférence de presse pour étouffer un scandale. C'était le sentiment de prendre le contrôle. S'il a besoin que je quitte l'État pour exécuter son plan, alors ma présence est le plus gros grain de sable que je puisse jeter dans ses rouages. J'ai tapoté l'écran, mais pas pour m'enregistrer. J'ai regardé les détails du vol une dernière fois, mémorisant l'heure à laquelle il s'attendait à ce que je sois dans les airs. Si tu as tellement besoin que je sois parti, Nolan, ai-je chuchoté à la pièce vide, alors je reste définitivement. Au moment où l'Audi de Nolan a tourné le coin et a disparu de l'allée, je n'ai pas appelé de taxi. J'ai verrouillé la porte d'entrée, enclenché le pen dormant et je me suis dirigé directement vers mon bureau à domicile. Le silence dans la maison n'était plus lourd. Il était tranchant, vibrant de l'électricité statique d'une tempête imminente. J'avais environ 2 heures avant le départ prévu de mon vol, ce qui signifiait que j'avais 2 heures pour comprendre pourquoi mon mari voulait que je sois dans cet avion au point d'en vibrer d'anticipation. Je me suis assise à mon bureau, j'ai réveillé mon iMac et j'ai ouvert une fenêtre de navigation privée.
La gestion de crise, c'est 80% de collecte de données et 20% d'exécution. En ce moment, j'étais dans la phase de collecte de données. Je me suis connecté à notre compte bancaire joint. Nolan et moi avions toujours maintenu un semblant de transparence. Nous avions le compte joint pour les factures et l'hypothèque, et des comptes séparés pour les dépenses personnelles, mais je m'occupais des impôts, ce qui signifiait que j'avais un accès administratif à l'ensemble du portefeuille si je creusais assez profondément. L'écran s'est rafraîchi, affichant nos soldes. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. L'hypothèque avait été payée le premier du mois. Les factures de services publics étaient automatisées. Mais je ne cherchais pas la normalité. Je cherchais les anomalies, les petites fuites qui font couler le navire. J'ai développé l'historique des transactions des 90 derniers jours et je l'ai exporté vers un tableur. J'ai filtré par catégorie de fournisseurs. C'était là, un schéma si subtil qu'un regard superficiel l'aurait manqué, mais pour un œil expert, c'était flagrant. Le 15 du mois dernier, un débit de $350 pour la conciergerie du Larkspur. 2 jours plus tard, un débit de $1200 chez Velours Jewelers. J'ai zoomé sur la date. C'était le jour où il m'avait dit qu'il travaillait tard pour conclure le dossier Henderson. Il ne concluait pas de dossier. Il achetait de l'influence, ou un cadeau, mais je ne portais aucun nouveau bijou. J'ai fait défiler vers le bas. Frais d'adhésion au Saphir Club, 5 cents. J'ai fait une pause. Nolan détestait les clubs. Il se plaignait des frais de l'association des propriétaires chaque mois de janvier. Pourquoi payait-il $500 par mois pour une adhésion dont je n'avais jamais entendu parler? Puis j'ai vu les transferts. Chaque vendredi, comme sur des roulettes, il y avait un transfert d'exactement $480 de notre épargne commune vers un sous-compte étiqueté simplement un tampon. J'ai froncé les sourcils. Nous avions un fonds d'entretien pour la maison. Nous avions un fonds pour les vacances. Nous n'avions pas de tampon. J'ai cliqué sur le sous-compte. Il avait été créé il y a 4 mois. Le solde aurait dû s'élever à près de $8000 maintenant. Il était de $12,50. J'ai senti un picotement froid à la base de mon cou. L'argent ne disparaît pas. Il se déplace. J'ai cliqué sur l'onglet des transferts sortants pour le compte tampon. L'argent n'y restait pas. Il servait de compte de passage. Dès que les espèces arrivaient sur le compte, elles étaient immédiatement virées vers un numéro de routage externe que je ne reconnaissais pas. Il siphonnait nos économies, gardant les montants juste en dessous de 5 cents pour ne pas déclencher les alertes SMS que nous avions configurées pour les transactions importantes. Il nous vidait de notre sang, un vendredi à la fois. Mais pourquoi? Une liaison coûte de l'argent. Certes, les hôtels et les dîners s'additionnent, mais cela semblait systématique. J'avais l'impression qu'il se constituait un trésor de guerre. J'ai navigué vers la section des messages et des alertes du portail bancaire, un endroit que la plupart des utilisateurs ne vérifient jamais. Il y avait un message non lu d'il y a 2 jours. Objet, concernant votre demande d'augmentation de la limite de crédit. Je me suis figé. Je n'avais pas demandé d'augmentation de limite. Nos cartes de crédit avaient déjà un plafond de $50 000. Nous les remboursions chaque mois. Nous étions solvables. Nous étions stables. J'ai ouvert le message. Cher M. Et Madame Kim, nous avons besoin d'un formulaire de vérification supplémentaire de la part d'Addison Kim pour finaliser l'augmentation à $100 000 sur la ligne de crédit hypothécaire principale. Veuillez répondre à ce message sécurisé. J'ai regardé l'historique de la correspondance. Une réponse avait été envoyée hier à 10 h du matin. 6 juin la vérification signée. Merci d'avoir accéléré cela, Addison. Mon cœur s'est arrêté, puis a redémarré avec un coup violent. J'étais en réunion client hier à 10 h. Je n'ai pas envoyé cet email. J'ai survolé les détails de l'expéditeur. L'adresse email utilisée pour la vérification n'était pas mon email professionnel, ni mon Gmail personnel. C'était addisonschkim@secureprotonmail.com. C'était un faux compte. Il avait créé un fantôme numérique de moi. Il ne me trompait pas seulement. Il se faisait passer pour moi afin de contracter des dettes en mon nom. Je me suis écarté du bureau, ma chaise grinçant bruyamment sur le parquet. Les preuves numériques étaient accablantes, mais j'avais besoin de quelque chose de concret. J'avais besoin de connaître le but final. J'ai couru vers la chambre principale, ma respiration courte et superficielle.
Je suis allé dans le dressing et je me suis agenouillé devant le coffre-fort scellé dans le béton. J'ai tapé le code, notre anniversaire de mariage, une date qui me semblait maintenant être la chute d'une mauvaise blague. La lourde porte s'est ouverte. À l'intérieur, nos passeports, nos actes de naissance et l'acte de propriété de la maison étaient conservés dans un classeur en cuir ignifugé. J'ai sorti le classeur. Il semblait plus léger que d'habitude. J'ai ouvert la fermeture éclair. Mon passeport était là. Celui de Nolan aussi, mais l'acte de propriété de notre maison, le document physique prouvant que nous possédions cette propriété libre de tout privilège en dehors de l'hypothèque principale, était posé à un angle bizarre. Les coins étaient cornés. J'ai soulevé l'acte. En dessous se trouvaient habituellement 3 copies de notre certificat de mariage et ma carte de sécurité sociale. Ma carte de sécurité sociale avait disparu. J'ai fouillé frénétiquement dans les papiers. Non, elle n'avait pas disparu. Elle était glissée dans le pli de l'acte, comme si quelqu'un avait sorti les deux pour les photocopier ensemble, puis les avait remis à la hâte. Et puis j'ai vu le post-it attaché au dos du dossier de l'acte. C'était l'écriture de Nolan, griffonnée à l'encre bleue, demande de Eliloc approuvée. LTV 80%. Besoin de la signature du conjoint. Eliloc, ligne de crédit sur la valeur nette de la maison. La pièce s'est mise à tourner. Il n'augmentait pas seulement les limites des cartes de crédit. Il essayait de contracter un prêt massif sur la valeur nette de notre maison. Nous avions près de 400 000 $ de valeur nette sur cette propriété. Une ligne de crédit de cette taille nécessite la signature des 2 propriétaires en présence d'un notaire. C'était la pièce manquante. C'était pour cela qu'il avait besoin que je sois parti. Il ne pouvait pas falsifier ma signature sur un document aussi important devant un notaire. Il avait besoin d'un mandataire, où il devait convaincre un notaire que j'avais déjà signé. J'ai laissé retomber le dossier dans le coffre-fort et je l'ai verrouillé. Je me suis levé, l'esprit en ébullition. S'il faisait cela aujourd'hui, il devait y avoir un calendrier. Nolan était organisé. Il vivait selon son calendrier. Je suis retourné dans mon bureau. Je n'avais pas accès à son calendrier professionnel, mais nous partagions un calendrier familial pour les événements sociaux. Parfois, s'il était pressé, il synchronisait ses rendez-vous dans la mauvaise catégorie. J'ai scanné la date d'aujourd'hui. Elle indiquait Addison, voyage à Seattle toute la journée. J'ai basculé l'affichage pour inclure les invitations en attente. Il y avait une entrée grisée pour 14 h cet après-midi. Ce n'était pas sur le calendrier familial, mais c'était lié à son email personnel, qui remplissait automatiquement les invitations, rendez-vous, notaire mobile, Pévance, lieu, maison. Le souffle a sifflé entre mes dents. 14 h à 14 h, j'étais censé être à 30 000 pieds d'altitude quelque part au-dessus des Dakota. Mon téléphone serait en mode avion. Je serais injoignable. Il faisait venir un notaire chez nous. Si j'étais parti, qui allait signer en tant qu'Addison Kim? La réalisation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Il ne se contentait pas de voler de l'argent. Il volait mon identité pour liquider notre vie. Il allait encaisser la valeur de la maison, vider les lignes de crédit, et probablement tout transférer vers ce compte tampon ou toute société écran offshore qu'il avait mis en place. Et puis il disparaîtrait, ou il me laisserait avec les dettes. Le SMS de ce matin, desquels embarque, je suis à toi, n'était pas seulement une question de sexe. C'était la chronologie d'un braquage. Le voyage était la distraction. Le piège, c'étaient les papiers de l'hypothèque qui attendaient sur le comptoir de la cuisine. J'ai regardé l'horloge. Il était 8h15. Nolan pensait que j'étais dans une voiture en route pour O'Hare. Il pensait avoir 6 heures avant l'arrivée du notaire. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé la police. La police exige qu'un crime ait été commis. Et techniquement, rien ne s'était encore passé. Il avait seulement prévu de m'escroquer. Je devais le laisser commettre le crime. Je devais le laisser creuser la tombe si profondément qu'il ne puisse plus en sortir. J'avais besoin d'aide. Et je savais exactement qui appeler. Mes doigts ont volé sur l'écran, composant le numéro de la seule femme à Chicago qui détestait perdre de l'argent plus que moi. René, ai-je dit quand la ligne a été établie. Ne me demande pas comment je vais. Dis-moi juste que tu es libre à 14 h. Nous avons une signature à laquelle assister. J'ai fermé la fermeture éclair du compartiment principal de ma valise cabine. C'était une Rimowa, gris titane,
le genre qui coûte 1200 $ et signale au monde que vous êtes une voyageuse sérieuse. Aujourd'hui, cependant, elle était remplie de 2 coussins de canapé et d'une pile de vieux magazines pour lui donner le poids approprié. Je ne faisais pas mes bagages pour un voyage. Je préparais un décor. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Nolan. J'ai pris une grande inspiration, abaissant consciemment mon rythme cardiaque. Dans mon métier, on appelle cela le masquage. On ne laisse pas le client entendre la panique. On ne lui laisse entendre que la solution. Et, ai-je répondu, gardant une voix essoufflée comme si j'étais en train de lutter avec des bagages dans un coffre. Je suis sur le point de sortir. La voiture est en avance. Oh, bien, a dit Nolan. Sa voix était trop forte, trop joyeuse. Elle avait l'éclat synthétique d'un animateur d'émission matinale. Je voulais juste t'attraper avant que tu ne décolles. Tu as pris ton chargeur? Tu oublies toujours le chargeur. Je l'ai, ai-je menti. J'étais debout au milieu de notre salon, regardant les grains de poussière danser dans la lumière du matin. Et j'ai la présentation sur le disque dur de sauvegarde. Intelligent, a-t-il dit. Puis est venu le pivot. Je pouvais presque l'entendre vérifier une liste mentale. Alors, le vol décolle à 10h30, c'est ça? Tu atterris à Seattle à quelle heure, 13h heure locale? Il connaissait l'itinéraire. Je le lui avais envoyé par email il y a 3 jours. Il ne demandait pas parce qu'il se souciait de mon arrivée. Il établissait le périmètre de sa zone de sécurité. Il avait besoin de savoir exactement quand je serais à 30 000 pieds dans les airs et incapable d'intervenir. Décollage à 10h30, ai-je confirmé. Je devrais être à l'hôtel vers 14h30 si le trafic est correct. Le Weston, c'est ça, a-t-il demandé. Oui, le Weston, ai-je dit. Génial, génial. Une pause. Tu vas me manquer, a dit. La maison est trop calme quand tu n'es pas là. J'ai ressenti une poussée de nausée si vive que j'ai dû fermer les yeux. L'audace du mensonge était époustouflante. Je n'allais pas lui manquer. Il comptait sur mon absence pour démanteler notre vie. Tu vas me manquer aussi, ai-je dit, d'une voix monocorde. Je devais tâter le terrain. Je devais voir à quel point il était désespéré. Écoute, Nolan, cette audit va être intense. Le client est paranoïaque au sujet de l'espionnage industriel. Je dois laisser mon téléphone et mon ordinateur portable à la sécurité quand j'entre dans le bâtiment. Je vais être complètement déconnecté du moment où j'atterris jusqu'à ce que je rentre à l'hôtel ce soir. J'ai attendu. C'était l'appât. S'il se contentait de me tromper, il serait ennuyé de ne pas pouvoir me joindre. S'il planifiait un braquage, je venais de lui donner un ticket d'or. Complètement déconnecté, a-t-il demandé. Le soulagement dans sa voix fut instantané, indéniable. Il a transpercé son inquiétude comme un marteau à travers du verre. Eh bien, c'est la norme pour les audits de haut niveau, non? Concentre-toi sur le travail, bébé. Ne t'inquiète de rien ici. Je vais monter la garde. Merci, Nolan, ai-je dit. Je dois y aller. Le chauffeur me fait signe. Je t'aime, a-t-il dit. Salut, ai-je dit avant de raccrocher. Je n'ai pas bougé. Je suis resté figé au centre de la pièce, comptant les secondes. 1, 2, 3. Je me suis dirigé vers le buffet où nous gardions l'iPad familial. C'était un ancien modèle que nous utilisions pour contrôler le système audio sono et commander les courses, mais il était toujours connecté à l'identifiant Apple de Nolan parce qu'il était trop paresseux pour séparer les comptes. Il supposait que, puisque j'avais mes propres appareils, je ne touchais jamais à celui-ci. Il se trompait. J'ai tapoté l'écran pour le réveiller. L'application de messagerie était déjà ouverte. Il était là, pas même 30 secondes après avoir raccroché avec moi. Une bulle bleue est apparue au bas du fil avec Belle, elle est partie. Le vol part dans 2 heures. Elle va être injoignable toute la journée. La voie est libre. 3 petits points ont dansé sur l'écran pendant que Belle tapait sa réponse. Tu es sûr? Je ne veux pas que se reproduise ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, j'ai enregistré cette phrase. Positif, a répondu Nolan. Notaire confirmé pour 14 heures. Apporte la pièce d'identité. On obtient la signature. On obtient les fonds. Et d'ici lundi, on est intouchable. J'ai pris une capture d'écran,
puis une autre. Je les ai envoyées via AirDrop sur mon téléphone sécurisé, puis j'ai supprimé les photos de la galerie de l'iPad pour ne laisser aucune trace de mon espionnage. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert un carnet Moleskine neuf. J'ai débouché un stylo noir. Ce n'était plus un mariage. C'était un dossier d'instruction. J'ai tracé une ligne verticale au centre de la page. À gauche, j'ai écrit récit. À droite, j'ai écrit réalité. Heure, 8h45 du matin. Récit, Nolan est un mari protecteur souhaitant un bon voyage d'affaires à sa femme. Réalité, Nolan confirme le créneau opportun pour commettre une fraude hypothécaire. Heure, 8h47 du matin. Récit, Addison est en route pour l'aéroport international d'Ohare. Réalité, Addison est debout dans sa cuisine à traquer des empreintes numériques. Heure, 8h50 du matin. Récit, la maison est vide. Réalité, la maison est un piège. J'ai tout noté. J'ai transcrit ces paroles exactes de l'appel téléphonique, en notant les changements d'inflexion. J'ai noté les horodatages spécifiques de son message à Belle. Je transformais ma douleur en données. Les émotions sont désordonnées et irrecevables au tribunal. Les données sont froides, dures et mortelles. Il pensait jouer une partie d'échecs, mais il avait oublié que c'était moi qui lui avais appris à jouer. Il déplaçait ses pions agressivement, exposant son roi, convaincu que son adversaire avait déjà quitté la table. J'ai regardé l'horloge, 9 heures. Selon son scénario, j'étais actuellement dans la file de la sécurité, en train d'enlever mes chaussures et de mettre mon ordinateur dans un bac. Je suis retourné au salon et j'ai saisi la poignée de la valise. C'était ridicule de traîner cet accessoire sur mon propre parquet, mais le bruit des roues roulant sur les planches était un ancrage nécessaire. J'avais besoin de simuler physiquement le départ pour me détacher mentalement de la femme qui vivait ici, l'épouse confiante, la partenaire. J'ai fait rouler la valise jusqu'à la porte d'entrée. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas appelé de voiture. J'ai simplement laissé la valise là, sentinelle silencieuse gardant la sortie. Pour quiconque regardait depuis la rue, pour les voisins, peut-être même pour Nolan s'il vérifiait la caméra de la sonnette intelligente, il semblerait que je partais. La maison aurait l'air calme, mais à l'intérieur, je ne partais pas. Je me retranchais. Je me suis retiré dans la chambre d'amis à l'arrière de la maison, celle qui avait des rideaux occultants. J'y avais déjà installé mon centre de commandement. Mon ordinateur portable, mes dossiers et un pot de café m'attendaient. Je me suis assise et j'ai regardé le curseur clignotant sur mon écran. La scène était prête. Les acteurs prenaient place. Et à 14 heures, quand le rideau se lèverait sur sa petite performance avec le notaire, il allait découvrir que la metteuse en scène n'avait jamais quitté les lieux. J'étais assise en tailleur sur le lit d'amis, mon ordinateur en équilibre sur les genoux, transformant la pièce en forteresse numérique. Le silence de la maison était trompeur. Dehors, la matinée de banlieue était calme, mais à l'intérieur de ma machine, je réunissais un conseil de guerre. Je n'allais pas affronter Nolan avec des larmes et des accusations. J'allais l'affronter avec une armée. Mon premier appel a été pour Mara Vance. Mara n'était pas une hackeuse au sens cinématographique du terme. C'était une architecte de sécurité numérique qui travaillait généralement pour des personnes fortunées craignant les enlèvements ou l'espionnage industriel. Je l'avais sollicité 2 fois pour des clients négligents avec leur mot de passe cloud. Addison, a dit Mara, sans perdre de temps en politesse. Tu m'appelles sur ta ligne personnelle, mais ta voix sonne comme le travail. Quel est le niveau de menace à l'intérieur du périmètre? J'ai dit, gardant la voix basse, j'ai besoin d'un divorce numérique complet, Mara. Et je veux que ce soit fait sans que l'autre partie ne le sache jusqu'à ce que j'appuie sur la détente. J'ai besoin que mon email soit dissocié du domaine familial. J'ai besoin que mon iCloud soit isolé, et surtout, j'ai besoin d'une alerte sur mon dossier de crédit. Donne-moi 5 minutes pour lancer un diagnostic, a-t-elle dit. Le bruit d'une frappe rapide a rempli la ligne. D'accord, je vois la vulnérabilité. Vous partagez un gestionnaire de mots de passe. Si je change tes mots de passe maintenant, il reçoit une notification. Nous devons faire cela de manière chirurgicale. Je vais mettre en place une redirection miroir. Il pensera se connecter à tes comptes, mais il regardera des versions en cache des données d'hier. Pendant ce temps, tu opéreras sur un nouveau serveur crypté. Fais-le, ai-je dit. Et Mara, j'ai besoin de savoir si des appareils suivent ma position.
Ta voiture a un traceur tile sous le siège passager, a-t-elle dit, sa voix dénuée de surprise. Et ton téléphone partage sa position avec le sien. Je peux falsifier le GPS. Où veux-tu qu'il pense que tu es? Aéroport international d'Ohre, ai-je dit. Terminal 3. C'est fait. Tu es maintenant numériquement en train d'attendre un latte au Starbucks près de la porte K5. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le second numéro. On l'appelait René dans les milieux juridiques de Chicago. René était connue sous le nom de Scalpel. Elle ne s'occupait pas des divorces compliqués. Elle s'occupait de l'extraction chirurgicale d'actifs. Elle ne promettait pas de ruiner votre ex-mari. Elle promettait que vous garderiez la maison de campagne et le chien. Addison, a dit René, sa voix douce et dangereuse. Je suppose que ce n'est pas un appel de courtoisie. Tu factures généralement des heures à ce moment de la journée. Nolan est en train de liquider le mariage, ai-je dit. Je lui ai exposé la situation en 30 secondes, le SMS, le faux compte email, le notaire prévu pour 14 heures, la demande de Helilock. Il va vite, a dit René. J'entendais le froissement de la soie. Elle faisait probablement les 100 pas dans son bureau. Ce n'est pas seulement de l'adultère, Addison. C'est de la fraude présumée, de la falsification et de l'usurpation d'identité. Mais la loi est réactive. S'il sort cet argent de la Helilock et le vire à l'étranger, nous passerons 5 ans à courir après. Nous devons arrêter l'hémorragie avant que l'artère ne s'ouvre. Je dois faire intervenir Gavin, ai-je dit, l'ajoutant déjà à la conférence téléphonique. René a répondu, Gavin Holt était un comptable judiciaire qui ressemblait à un bibliothécaire mais traquait l'argent comme un limier. Il ne parlait pas. Il a juste écouté pendant que je lui donnais les codes d'accès au compte tampon et l'historique bizarre des transactions que j'avais trouvées. Donne-moi les données brutes, a dit Gavin. Sa voix était sèche, poussiéreuse. Je suis à l'intérieur du compte joint maintenant. D'accord, je vois les transferts vers le tampon. Je vois les flux sortants. Il se livre à ce que nous appelons un vol par distraction, a expliqué René pendant que Gavin travaillait. Il crée un scénario où vous êtes physiquement absente, le voyage, pour pouvoir exécuter le transfert légal. Si ce notaire valide la Helilock aujourd'hui, la banque débloque les fonds sous 3 jours, mais il pourrait avoir organisé un virement accéléré s'il a un contact à l'intérieur. J'ai besoin d'un calendrier, ai-je dit, d'une séquence de tir. Nous appelons cela le rayon d'action, a dit René. Voici le plan. Tu n'empêches pas le notaire de venir. Tu laisses Nolan commettre l'acte. Nous avons besoin qu'il présente la femme frauduleuse ou la fausse pièce d'identité au notaire. C'est cela, le crime. Au moment où le stylo touche le papier, c'est notre déclencheur. 14 heures, ai-je dit. À 14h15, a dit René, je dépose une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive temporaire sur tous les avoirs. J'aurai un juge en attente. À 14h20, Mara le bloque de tous les comptes numériques qu'il possède, email, banque, réseaux sociaux. Nous éteignons sa vie numérique. À 14h25, tu entres dans cette pièce. J'ai besoin de savoir où va l'argent, ai-je insisté. Pourquoi a-t-il besoin de 200 000 $ en espèces maintenant? Une liaison ne coûte pas si cher. Je l'ai, a coupé Gavin. Je trace le numéro de routage depuis le compte tampon. Cela ne va pas à une personne. Cela va à une société écran enregistrée dans le Delaware appelée Apex Strategic Solutions. Une société de conseil, ai-je demandé. Non, a dit Gavin. J'ai vérifié le numéro d'identification d'employeur. Apex est une façade de recouvrement. Elle est liée à un syndicat opérant depuis Atlantic City. Ce n'est pas de l'argent d'investissement, Addison. C'est de l'argent où on va te briser les jambes au point. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Il a des dettes, ai-je chuchoté. Paris sportif à enjeux élevés. On dirait bien, a dit Gavin. Je vois des transferts vers des sites de paris offshore remontant à 18 mois. Il a couru après ses pertes. Il est en déficit de près de 300 000 $. La Helilock n'est pas pour commencer une nouvelle vie avec Belle. C'est pour rembourser les requins pour qu'ils ne le tuent pas. Ambrielle, ai-je demandé. Elle est probablement le canot de sauvetage, a supposé René. Il l'a convaincu qu'il te quittait. Mais en réalité, il l'utilise pour l'aider à te dépouiller afin de payer ses dettes. Une fois la dette payée, il la quitterait probablement elle aussi, ou pire,
te laisserai avec la dette et disparaîtrai avec elle. Il est désespéré, ai-je dit. Cette prise de conscience a fait vaciller le sol sous mes pieds. Nolan n'était pas seulement un mari infidèle. C'était un homme en train de se noyer, se débattant dans l'obscurité, et il avait décidé que la seule façon de se sauver était de se tenir sur mes épaules et de me maintenir sous l'eau. Les hommes désespérés sont dangereux, a prévenu René. Ne le coince pas seul, Addison. Y a-t-il de la sécurité dans la maison? Juste moi, ai-je dit. Et l'effet de surprise. J'envoie un coursier privé à ton emplacement, a dit René. Il attendra dans une voiture en bas de la rue. Si tu ne m'envoies pas le code terminé par SMS d'ici 14h30, il enfonce la porte. Nous ne prenons aucun risque avec un homme qui doit de l'argent à la mafia. Compris, ai-je répondu. Une dernière chose, a dit Gavin. J'ai trouvé une requête secondaire. Il a essayé d'accéder à ton fonds de retraite hier. Il a échoué aux questions de sécurité, mais il a essayé. Il pratique la politique de la terre brûlée, Addison. Il a l'intention de te laisser avec zéro. Merci, Gavin, ai-je dit. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient pas de peur, mais d'une rage froide et dure. Il allait m'anéantir. Il m'avait regardé dans les yeux ce matin, m'avait embrassé et m'avait dit qu'il m'aimait, tout en sachant qu'il avait placé une bombe sous ma vie financière, réglée pour exploser au moment où je quitterais l'État. J'ai regardé l'horloge. Il était 11 heures. J'avais 3 heures pour préparer la scène. Je devais agir normalement. Je devais être le fantôme dans la machine. J'ai consulté le calendrier de la zone d'impact sur mon bloc-notes, 13h55, me positionner dans le couloir. 14h, arrivée du notaire. 14h10, Nolan présente la fraude. 14h15, René dépose la requête. 14h20, Mara lui coupe ses accès. 14h25, j'entre en scène. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. En regardant à travers les stores, la rue était vide. Cela ressemblait à un vendredi de banlieue parfait et ennuyeux. Mais dans ma tête, le compte à rebours tournait assez fort pour m'assourdir. Tu veux une guerre, Nolan, ai-je chuchoté. Tu as choisi la mauvaise gestionnaire de crise. Le profil numérique de la femme connue sous le nom de Belle s'est affiché sur mon écran, compilé par le logiciel de vérification d'antécédents automatisé auquel je suis abonné pour évaluer les employés potentiels. Son nom était Belle Salinger. Elle avait 31 ans, et son historique d'emploi était une ligne brisée de courte période dans des sociétés de location immobilière de luxe et d'assurance de titres. Ce n'était pas une rencontre fortuite dans un bar. C'était une femme qui comprenait les mécanismes du droit de la propriété, et plus particulièrement les failles juridiques. J'ai parcouru ses archives de réseaux sociaux, que Mara avait récupérées et placées dans un dossier sécurisé. C'était une galerie organisée d'un style de vie spécifique, brunch au champagne, vu depuis les sièges passagers de voitures de luxe, et légendes vagues sur la manifestation de l'abondance. Mais la chronologie racontait une histoire plus sombre. Il y a 5 ans, elle était identifiée sur des photos avec un homme nommé Marcus, un promoteur à Miami. Les archives publiques montraient que Marcus avait déclaré faillite 6 mois plus tard. Il y a 3 ans, elle était fiancée à un directeur financier à Denver. Ses fiançailles s'étaient terminées par un procès impliquant des fonds détournés. Belle Salinger n'était pas une jeune fille innocente emportée par une romance avec un homme marié. Elle était un missile à tête chercheuse pour les hommes faibles, riches et à la moralité flexible. Je suis revenu au message intercepté entre elle et Nolan. Maintenant que je connaissais son passé, le ton de ses SMS passait de flatteur à instructif. Elle ne se contentait pas de l'encourager, elle le coachait. Assure-toi d'avoir l'acte original, pas la copie, lui avait-elle envoyé il y a 2 jours. Le notaire, ce type nommé Vance, est flexible, mais il a besoin de voir le sceau en relief sur l'original pour contourner la vérification d'identité secondaire pour elle. Si tu apportes une photocopie, il s'en va. Mon estomac s'est noué. Nolan ne connaissait pas la différence entre un acte de garantie et un acte de renonciation. Il recevait des instructions étape par étape sur la façon de m'escroquer de la part de la femme avec qui il couchait. Elle était l'architecte, il n'était que l'entrepreneur désespéré. J'ai ouvert un fil de mai récupéré dans les messages envoyés de Nolan, un fil qui avait été mis à la corbeille mais pas supprimé définitivement. Il datait de la semaine dernière. Objet, après ce week-end. Belle, je te le promets, une fois qu'Addison sera dans cet avion, je m'occupe de tout. Le voyage est la couverture parfaite.
D'ici à ce qu'elle revienne lundi, les fonds seront virés, les dettes seront épongées, et j'aurai déposé les papiers de séparation. Je suis en train de régler tous les détails. Tu dois juste être patiente pendant encore 48 heures. Régler les détails. Voilà ce que j'étais devenu. J'étais un détail encombrant dans ma propre vie, un élément désordonné à classer pour qu'il puisse survivre à ses dettes de jeu. Mais la découverte la plus douloureuse n'était pas la fraude, c'était la justification. J'ai trouvé le brouillon d'une longue lettre décousue qu'il s'était écrite à lui-même, peut-être une répétition de ce qu'il dirait à ses amis ou à moi une fois que la bombe aurait explosé. Je devais le faire, écrivait-il. Addison m'étouffe. Elle contrôle tout. Elle surveille chaque centime que je dépense comme si j'étais un enfant. Je ne peux pas respirer dans cette maison. Elle se soucie plus de sa réputation et de son score de crédit parfait que de moi. J'avais besoin d'une issue. J'avais besoin de me sentir à nouveau comme un homme. J'ai fixé les mots. Contrôlante. Étouffante. C'est le plus vieux récit du livre de la trahison. Pour justifier le couteau dans votre dos, le traître doit d'abord se convaincre que vous êtes le méchant. Il avait dû réécrire notre histoire, transformant ma prudence financière en tyrannie et mon soutien en cage. Il ne pouvait pas affronter la réalité, il était indépendant au jeu qui avait perdu nos économies, alors il a inventé une réalité où j'étais le monstre qui l'y avait poussé. Mais ensuite, le récit a basculé. J'ai trouvé un nouveau fil de messages caché dans un coin plus sombre de sa vie numérique, une application de messagerie sécurisée qu'il pensait privée. Mara l'avait piraté 10 minutes plus tôt. Ces messages n'étaient pas affectueux. Ils n'étaient même pas amicaux. Nolan, le transfert vers Apex est dû d'ici mardi, écrivait Belle. Si tu ne fais pas signer cette marge de crédit hypothécaire aujourd'hui, ils vont s'en prendre à toi. Et s'ils s'en prennent à toi, ne crois pas que je vais couler avec le navire. J'ai des captures d'écran de tout. Nolan, je suis au courant pour les comptes offshore. Si tu ne me paies pas mes frais de consultation de $20 000 sur ce prêt, j'enverrai tout ce fil à Addison. Je me suis adossé, le souffle coupé. C'était une double trahison. Nolan pensait que Belle était sa partenaire, son issue de secours. Mais Belle n'était qu'un autre requin dans l'eau. Elle savait qu'il était désespéré. Elle savait qu'il était terrifié par les bookmakers d'Apex, et elle utilisait cette peur pour obtenir sa propre part du butin. Elle ne l'aidait pas parce qu'elle l'aimait, elle l'aidait parce qu'elle voulait une part du butin. Espèce d'idiot, ai-je chuchoté à l'écran. Tu te fais chanter par ta propre maîtresse. C'étaient deux scorpions dans une bouteille, s'entretuant à coups de dard tout en pensant s'échapper. Nolan était terrifié par la mafia, alors il me volait. Belle terrifiait Nolan, alors il me volait plus vite. Et puis j'ai vu la dernière mise à jour logistique. À l'origine, l'invitation du calendrier d'il y a une semaine indiquait comme lieu de rendez-vous les suites exécutives sur Wacker Drive, un espace de bureau loué. C'était logique, c'était un terrain neutre. C'était sûr. Mais il y avait eu un échange frénétique hier soir. Vance dit que le bureau est trop risqué, a écrit Nolan. Trop de caméras dans le hall. Si nous utilisons la fausse identité pour Addison, nous ne pouvons pas être vus sur la vidéosurveillance en train d'entrer dans le bâtiment ensemble. Il veut une résidence privée. Alors fais-le à la maison, a répondu Belle. Elle sera partie. C'est plus sûr. Pas de caméra à l'intérieur. Tu es sûr, a demandé Nolan. Le faire venir dans notre salon semble risqué. Tu veux l'argent ou pas, a-t-elle rétorqué. Fais-le à la maison. 14 heures. C'était le facteur décisif. Il n'avait pas choisi de faire cela à la maison par commodité, il avait été forcé de retourner dans notre sanctuaire parce que son crime était trop bâclé pour la lumière du jour. Il ramenait la fraude, la maîtresse et le notaire criminel dans la pièce même où nous avions ouvert nos cadeaux de Noël et porté un toast à notre anniversaire, simplement parce qu'il n'avait plus d'endroit où se cacher. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le tableau était complet. Nolan n'était pas un génie du crime. C'était un animal acculé, saignant de blessures auto-infligées, traqué par un syndicat et manipulé par une escroc. Il pensait prendre le contrôle, mais il était en fait en pleine chute libre. Il pensait que la maison était vide. Il pensait que la femme contrôlante était à 3 états d'ici. Je me suis levé et j'ai lissé le devant de mon chemisier. J'ai vérifié l'heure. Il était 13h45. Les acteurs étaient sur le point d'entrer en scène. Il était temps pour moi de prendre position.
J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un seul SMS à René, le lieu est confirmé. La maison. La maîtresse est la co-conspiratrice. Elle le chante aussi. Laisse-les signer. Je suis prête. Je suis sorti de la chambre d'amis et j'ai avancé silencieusement dans le couloir, m'arrêtant juste avant le tournant de l'escalier. De là, je pouvais tout entendre dans le salon en bas, mais je restais invisible dans l'ombre. J'ai attendu le bruit de la sonnette. J'ai attendu d'entendre mon mari accueillir sa propre destruction dans notre foyer. La performance a commencé exactement à 7h45 du matin. J'ai lissé les revers de mon tailleur bleu marine, celui que je portais quand j'avais besoin d'intimider les membres d'un conseil d'administration, et j'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Je ressemblais à une femme concentrée sur ses affaires, pas à une épouse se préparant à détruire son mari. J'ai saisi la poignée de la valise lourde et je l'ai fait rouler bruyamment sur le parquet, les roues cliquetant de manière rythmée comme un métronome comptant les secondes avant une explosion. La voiture est là, ai-je crié, injectant une note de stress pressée dans ma voix. Nolan est apparu depuis la cuisine. Il tenait une tasse de café à deux mains. Sa posture était détendue, essayant de ressembler à un homme dont la seule préoccupation était le bon voyage de sa femme, mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire. Il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Ses lèvres étaient sèches. « Bon vol, chérie », a-t-il dit. « Appelle-moi quand tu auras atterri. »« Je le ferai, ai-je promis. »« N'oublie pas d'arroser les plantes. »« Je n'oublierai pas, » a-t-il menti. Je suis sorti vers le garage, j'ai chargé la valise dans le coffre de ma voiture et j'ai fait marche arrière dans l'allée alors que la lourde porte du garage se refermait bruyamment, l'enfermant dans son château. Je l'ai observé dans le rétroviseur. Il se tenait sur le pas de la porte, faisant un signe de la main. Au moment où la porte a touché le béton, j'ai su que son geste s'était déjà arrêté. Il était probablement déjà en train de chercher son téléphone. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'aéroport international d'Ohare. Au lieu de cela, j'ai conduit exactement 4 miles vers l'ouest jusqu'à un complexe d'appartements d'affaires appelé The Avery. Renée, mon avocate, avait loué une unité au 3e étage au nom de son cabinet pour exactement 48 heures. C'était un appartement d'une chambre, gris et stérile, avec une vue directe sur la route principale menant à mon lotissement. Mais plus important encore, il disposait d'une connexion Internet commerciale au débit. Je me suis garé, j'ai pris l'ascenseur et je suis entré dans le centre de commandement. Je n'ai pas défait mes bagages. J'ai simplement installé mon ordinateur portable sur la table de salle à manger en verre et ouvert le tableau de bord sécurisé que Mara avait construit pour moi. Je suis en position, ai-je tapé dans la discussion de groupe crypté. Feu vert, a répondu Mara instantanément. Son empreinte numérique vient de s'allumer sur mon écran. J'ai regardé l'activité de Nolan se dérouler en temps réel. C'était frénétique. Dans les 3 minutes suivant mon départ, il avait effacé son historique de navigation. Puis il s'était connecté à une application de livraison de nourriture. Il avait commandé à déjeuner dans un restaurant de sushi haut de gamme du centre-ville. 2 commandes. L'une était le rouleau de thon épicé qu'il aimait, l'autre était un assortiment végétarien. Belle. Il ne faisait pas que recevoir un notaire, il organisait une célébration. Puis est venue l'alerte bancaire que j'attendais. Alerte système, tentative de connexion depuis un nouvel appareil. Emplacement, Chicago, il. Adresse IP, résidentielle. Il essayait d'accéder au portail de la marge de crédit hypothécaire, ELOC. Il a entré mon nom d'utilisateur. Il a entré l'ancien mot de passe, celui que Mara avait mis en cache pour qu'il puisse le voir. Il est dans le bac à sable, a envoyé Mara. Il pense regarder le compte réel, mais il regarde un miroir statique que j'ai créé à 4 heures du matin. Il ne peut pas encore déplacer d'argent, mais il peut imprimer les documents. J'ai regardé alors qu'il naviguait vers la section des formulaires. Il téléchargeait les pages de signature. René, c'est à toi, ai-je chuchoté dans la pièce vide. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé René. Il imprime les papiers. Il s'est engagé. Compris, a dit René. Sa voix était tranchante, professionnelle. Je dépose le lit pendant maintenant. C'est un avis formel d'action en justice pendante concernant la propriété. Même s'il signe ses papiers à 14 heures, au moment où la banque effectuera la vérification finale du titre avant de débloquer les fonds, elle verra mon signalement. Le prêt sera gelé instantanément, mais nous avons besoin qu'il signe d'abord pour prouver l'intention. Il envoie encore un SMS à Belle, ai-je dit,
en regardant le flux d'interception. Nolan, la voie est libre. Elle est partie. La nourriture est commandée. Sois là pour 13h30. Le gars vient à 14h. Belle, n'oublie pas l'argent pour les frais. Il veut $500 pour le déplacement. Belle, je les ai. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une alerte de sécurité légitime de ma banque principale, une alerte que Mara n'avait pas supprimée car elle nécessitait une vérification biométrique. Alerte Fraud Chase, nous avons détecté une demande de changement de votre numéro de téléphone pour l'authentification à 2 facteurs par masqué. Était-ce vous? Il essayait de me bloquer mes propres alertes. Il essayait de changer le numéro de contact pour son téléphone prépayé afin que je ne reçoive pas la notification lorsque le prêt serait approuvé. Mara, refuse, ai-je dit. Mais fais-le discrètement. Je bloque la demande, a dit Mara. Je lui envoie un message d'erreur système. Il pensera que le site de la banque a juste un problème technique. Il continuera d'essayer, ce qui crée un bel historique de tentatives infructueuses pour l'équipe médico-légale. Je me suis rassise, sirotant une bouteille d'eau, regardant le temps se compresser. Il était 12h30. Nolan courait partout dans notre maison, probablement en train de préparer la mise en scène. Je pouvais l'imaginer en train de cacher mes photos, peut-être de mettre des draps frais sur le lit pour plus tard. Cette pensée m'a donné des frissons, mais j'ai refoulé l'émotion. C'était une opération tactique. Les sentiments étaient un handicap. À 13h15, une notification est apparue sur le suivi de l'application de livraison, nourriture livrée. À 13h30, le traceur GPS sur le téléphone de Belle a montré qu'elle tournait dans ma rue. La maîtresse est arrivée, ai-je dit dans le casque. Bien reçu, a dit René. Nous sommes à 30 minutes de l'événement principal. Puis un rebondissement. Je m'attendais à ce que le notaire arrive à 14h. Je m'attendais à une seule voiture. Mais sur le flux de la caméra de sécurité du quartier que j'avais piraté, j'ai vu autre chose. Le téléphone de Nolan a émis un signal avec une confirmation d'un site de réservation d'hôtel. Réservation confirmée, Hôtel The Drake. Une nuit. Suite exécutive. Il réservait une chambre d'hôtel pour ce soir. Pourquoi? S'il amenait Belle à la maison, pourquoi l'hôtel? Il assure ses arrières, ai-je réalisé à voix haute. Il veut faire le sale boulot à la maison là où c'est privé, mais il ne veut pas y dormir avec elle. Il est superstitieux. Ou peut-être qu'il veut juste le service d'étage. Mais alors, une berline noire s'est garée dans mon allée. Il était 13h45 en avance. Un homme est sorti. Il portait un costume bon marché qui tombait mal aux épaules. Il transportait une sacoche en cuir. Ce devait être Vance, le notaire véreux. Mais il n'était pas seul. La porte passager s'est ouverte, et une autre femme est sortie. Elle était blonde, à peu près de ma taille, portant une perruque qui ressemblait étrangement à ma coupe de cheveux. Elle portait de grandes lunettes de soleil et gardait la tête baissée. Je me suis figé. René, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Il n'a pas seulement amené un notaire, il a amené une doublure. Quoi, a demandé René. Il y a une femme avec le notaire, ai-je dit, en zoomant sur les images granuleuses. Elle est habillée comme moi. Elle porte un tailleur bleu marine presque identique à celui avec lequel je suis parti. Il ne va pas falsifier ma signature, René. Il va faire en sorte que cette femme prétende être moi pour que le notaire puisse affirmer qu'il a vu Addison Kim signer les papiers en personne. Cela aggrave l'accusation, a dit René, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. C'est de l'usurpation d'identité criminelle et de la conspiration. On vient de passer d'une affaire de fraude civile à une mise en accusation pour crime. Je les ai regardés remonter l'allée. Nolan a ouvert la porte avant même qu'il ne sonne. Il les a fait entrer rapidement, regardant à gauche et à droite comme un méchant de dessin animé. La troupe était réunie. La scène était prête. Je me suis levé et j'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'avais plus besoin de regarder. Je devais être là. J'y vais, ai-je dit. Attends le signal, a prévenu René. Donne-leur 10 minutes pour mettre les papiers sur la table. 10 minutes, ai-je accepté. J'ai pris mes clés de voiture. Je n'avais plus besoin de la valise. Je n'étais pas l'épouse partant en voyage, j'étais la propriétaire revenant réclamer ce qui m'appartenait. Je suis sorti de l'appartement,
Mes talons cliquetant sur le béton, prêts à gâcher la fête la plus chère que Nolan ait jamais organisée. Je n'ai pas enfoncé la porte d'entrée. C'est pour les amateurs qui veulent faire une scène. Je voulais des aveux. J'ai garé ma voiture à 2 pâtés de maison derrière une rangée de haies qui masquait l'allée du voisin. J'ai parcouru le reste du chemin par l'allée de service qui passait derrière notre propriété, me glissant par le portail latéral que Nolan, je le savais, ne huilait jamais. Le loquet a fait un léger clic, perdu dans le ronronnement des unités de climatisation centrale. Je suis entré dans la maison par le vestiaire. L'air à l'intérieur semblait différent. Il était chargé, électrique de l'anticipation d'un crime. Je pouvais entendre du mouvement dans la salle à manger, le bruissement des papiers, le murmure bas des voix. Ce devait être le notaire et la femme portant mon visage. Ils préparaient la scène. Nolan n'était pas avec eux. Je pouvais entendre ses pas lourds faire les 100 pas dans le salon, vérifiant probablement la fenêtre, attendant Belle. J'ai traversé silencieusement les carreaux de la cuisine, évitant celui près du réfrigérateur qui grinçait toujours. Je suis entré dans le salon, qui était légèrement en contrebas par rapport au niveau du hall d'entrée. Je n'ai pas allumé les lumières. Les stores étaient tirés contre le soleil de l'après-midi, plongeant la pièce dans de longues ombres grises. Je me suis assise dans le fauteuil en velours à dossier ou dans le coin, un endroit invisible depuis le couloir tant qu'on n'est pas complètement à l'intérieur de la pièce. J'ai croisé les jambes. J'ai joint mes mains sur mes genoux. Et j'ai attendu. Cela a pris moins d'1 minute. Nolan est entré dans la pièce. Il tenait une bouteille de champagne Dom Pérignon, millésime 2012. Nous avions gardé cette bouteille pour notre 5e anniversaire. Il avait l'air frénétique mais excité, l'adrénaline du jeu lui faisant monter le rouge aux joues. Il vérifiait sa montre, puis jetait un coup d'œil à la porte d'entrée. Il s'est tourné pour poser la bouteille sur la table basse et a fini par lever les yeux. Il s'est arrêté. La bouteille n'est pas tombée, mais sa main s'est crispée dessus, ses articulations devenant instantanément blanches. Il est resté là, figé, comme un cerf surpris non pas par des phares, mais dans la ligne de mire d'un fusil. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti au début. Il a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, comme s'il essayait de dissiper une hallucination. Addison ? Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Ce n'était pas de la colère, c'était un choc pur et simple. La dissonance cognitive de me voir assise dans ce fauteuil alors que son cerveau était convaincu que j'étais à 30 000 pieds au-dessus de l'Iowa court-circuitait ses fonctions motrices. Tu, a-t-il bégayé, faisant un demi-pas en arrière. Tu n'es pas parti. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai regardé avec le détachement poli que j'utilisais pour licencier un cadre junior peu performant. Voyage annulé, ai-je dit. Le silence qui a suivi était assez lourd pour l'écraser. J'ai vu ses yeux se darder vers le couloir où le notaire attendait, puis revenir vers moi. Il calculait la distance. Il calculait le mensonge. Je pensais, a-t-il commencé, avec un rire nerveux et aigu. Je veux dire, c'est génial. La voiture t'a récupéré. Je t'ai vu partir. Je t'ai vu partir aussi, Nolan, ai-je dit. Je t'ai vu quitter notre mariage il y a environ 6 mois. Il s'est raidi. De quoi parles-tu, Adi ? Pourquoi es-tu assise dans le noir ? Il a mis la main dans sa poche pour prendre son téléphone. C'était un réflexe instinctif. Il avait besoin d'aide. Il devait prévenir Belle. Il devait vérifier le compte bancaire. Je ne m'en donnerai pas la peine, ai-je dit doucement. Il a sorti le téléphone. Je l'ai regardé tapoter l'écran frénétiquement. Puis il a balayé vers le bas. Puis il a tapoté à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il marmonné. Pas de réseau. Mara te passe le bonjour, ai-je dit. Ta carte SIM a été désactivée. Ton accès Wi-Fi pour cet appareil a été révoqué. Tu es hors ligne, Nolan. Il a levé les yeux vers moi, la peur remplaçant enfin la confusion. Addison, tu agis comme une folle. Qu'est-ce qui se passe ? Les cartes de crédit ont disparu aussi, ai-je continué, ignorant sa question. J'ai demandé à René de geler les avoirs communs il y a environ 10 minutes, et la banque est au courant de la tentative de connexion depuis l'appareil non autorisé qui a fait réagir tout le système. Tu as 0 à ta disposition en ce moment. Tu ne peux même pas payer ces sushis posés sur le comptoir. Nolan a posé la bouteille de champagne. Ses mains tremblaient maintenant.
Tu me pirates. Tu me suis. C'est illégal, Addison. Tu violes ma vie privée, et tu violes le code pénal, ai-je dit. Je me suis levé alors, lentement. Parlons de la marge de crédit hypothécaire, Nolan. Parlons du notaire assis dans notre salle à manger. Son visage est devenu gris. C'est juste. Je cherchais à refinancer pour te faire une surprise. Des taux plus bas. Le taux est à 8% en ce moment, ai-je dit. Nous sommes bloqués à 3%. Essaie encore. J'avais besoin de liquidité pour un investissement, a-t-il crié, la voix brisée. Une opportunité d'affaires. Je ne voulais pas t'inquiéter avant que ce soit fait. Un investissement appelé Apex Strategic Solutions, ai-je demandé. À Atlantic City? Le nom de la société écran l'a frappé comme un coup physique. Il s'est effondré sur le canapé, toute combativité le quittant. Il savait. Il savait que je savais tout. Ils vont me tuer, a-t-il chuchoté, la tête entre les mains. Tu ne comprends pas. Ces gens-là ils ne font pas de procès. Ils brisent des choses. Je leur dois 200 000 $. Je les ai perdus sur les éliminatoires. J'ai essayé de me refaire, mais je n'ai fait que creuser mon trou. Alors, tu as décidé de vendre ma maison, ai-je demandé froidement. Tu as décidé de falsifier ma signature? J'allais rembourser, a-t-il supplié, me regardant avec les yeux humides. J'avais juste besoin du prêt pour effacer la dette, et ensuite je paierais l'hypothèque chaque mois. Tu ne l'aurais jamais su. Et la femme, ai-je demandé. Celle qui attend pour signer mon nom. Cela fait partie de la stratégie d'investissement? Elle est juste, a-t-il dit faiblement. Et Belle? Il a tressailli. Belle n'est rien. Elle est juste ding-dong. La sonnette a retenti. C'était un son joyeux et clair qui a tranché la tension comme un couteau. Nolan a sursauté comme s'il avait reçu une balle. Il a regardé la porte d'entrée, puis moi, la terreur inscrite sur chaque trait de son visage. Ce doit être elle, ai-je dit. J'ai vérifié ma montre. 14 heures, pile à l'heure. Addison, s'il te plaît, a supplié Nolan, se levant et tendant la main vers mon bras. N'ouvre pas, renvoie-la. On peut arranger ça. Je vais tout expliquer. Ne la laisse pas entrer. Je me suis écarté de lui. Arranger ça, Nolan? Nous avons dépassé ce stade depuis longtemps. Nous en sommes à la phase de communication des pièces du procès. Je suis passé devant lui vers le hall d'entrée. Addison, non, a-t-il sifflé. Elle pense que je suis seul. Je sais, ai-je dit. C'est tout l'intérêt. J'ai atteint la lourde porte en chêne. Je pouvais voir la silhouette à travers les panneaux de verre dépoli. Elle se tenait là, confiante, vérifiant probablement son maquillage dans son poudrier, prête à jouer le rôle de la maîtresse consolatrice qui aide le pauvre mari à voler sa terrible femme. J'ai déverrouillé le verrou de sécurité. Le son a résonné fort dans la maison silencieuse. J'ai ouvert la porte. Belle était là. Elle portait un trench coat blanc et des lunettes de soleil surdimensionnées, ressemblant en tout point à la complice glamour. Elle tenait une tasse de café de voyage dans une main et un grand sac fourre-tout en cuir dans l'autre, probablement pour l'argent liquide qu'elle avait exigé. Elle n'a pas regardé mon visage immédiatement. Elle a regardé derrière moi dans le couloir, s'attendant à voir Nolan. Je me suis garé en bas de la rue comme tu as dit, a-t-elle dit d'une voix rauque et conspiratrice. Le notaire est prêt? On doit faire vite avant que elle a tourné la tête et m'a enfin regardé. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, la bouche bée. Elle a abaissé ses lunettes de soleil lentement, les yeux écarquillés en découvrant mon tailleur, mes bras croisés, et l'absence très nette de valise. Bonjour, Belle, ai-je dit, lui adressant un sourire mince et tranchant comme un rasoir. Nolan est dans le salon. Nous étions justement en train de parler de vous. Elle m'a regardé, puis a regardé la maison sombre derrière moi, et a compris avec une clarté horrifiante qu'elle n'était pas entrée dans un braquage. Elle était tombée dans un piège. Entrez donc, ai-je dit, m'écartant et désignant l'intérieur. Nous ne voudrions pas faire attendre le notaire. Nolan se déplaça plus vite que je ne l'avais vu faire depuis des années. Il se précipita hors du salon, trébuchant sur le bord du tapis, se ruant vers le hall d'entrée les mains levées dans un geste d'arrêt pathétique. Belle, pars, cria-t-il, la voix brisée.
Retourne simplement à la voiture. Pars maintenant. Il essaya de lui claquer la porte au nez, mais je la maintenais déjà ouverte. J'ancrai mes pieds au sol et appuyai mon épaule contre le bois, créant une barrière inamovible. Ne sois pas poli, Nolan, dis-je, ma voix calme et résonnant clairement dans la rue tranquille. Elle a fait tout le chemin depuis la ville, et elle a apporté son sac fourre-tout. Entre, Belle. Nous étions justement en train de discuter des frais de clôture. Belle regarda Nolan, puis moi. Son expression n'était pas celle de la honte d'une femme surprise à coucher avec un homme marié, c'était la fureur d'une chef de projet réalisant qu'on lui avait menti sur le calendrier. Elle bouscula Nolan, ses talons claquant agressivement sur les carreaux d'ardoise du hall. Elle entra, non pas pour s'excuser, mais pour confronter l'homme qui avait bâclé l'opération. Tu avais dit que la maison était vide, siffla Belle en se tournant vers Nolan. Elle retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux lourdement soulignés de maquillage qui commençaient à baver. Tu m'as envoyé un texto il y a 10 minutes. Tu as dit que la voie était libre. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je pensais qu'elle était partie. Nolan bafouilla, reculant jusqu'à heurter la console du couloir. J'ai vu la voiture partir. Je le jure. Belle, je ne savais pas. Tu ne savais pas, l'interrompis-je en fermant la porte d'entrée à clé. Le bruit du pêne dormant qui s'enclenchait les fit sursauter tous les deux. Cela semble être un thème récurrent chez toi, Nolan. Tu ne sais pas où est passé l'argent. Tu ne sais pas comment la dette de jeu est devenue si élevée. Et apparemment, tu ne sais pas que ta femme a accès aux caméras de sécurité. Je passais devant eux, ouvrant la marche vers le salon comme un guide touristique dans un musée des catastrophes. Dans la salle à manger, au-delà de l'arche, je vis le notaire, Monsieur Vance, et la femme portant la perruque. Ils étaient debout, serrant leurs mallettes, ayant l'air d'être prêts à sauter par une fenêtre. Asseyez-vous, ordonnai-je sans les regarder. Personne ne sort avant que le rapport de police ne soit déposé. Vance se rassait brusquement. La femme à la perruque semblait sur le point de s'évanouir. Je me tournai à nouveau vers Belle et Nolan. Belle regardait la pièce, réalisant que l'escapade romantique qu'on lui avait promise était en réalité une scène de crime en cours. C'est un coup monté, cracha Belle à Nolan. Tu m'as dit qu'elle signait les papiers à distance. Tu as dit que je devais juste être ici pour gérer les détails du transfert de fonds. Est-ce ce qu'il t'a dit, demandai-je en m'approchant de la table basse où j'avais étalé mon dossier. C'est intéressant, parce que selon les messages sur son téléphone, tu étais ici pour apporter un soutien moral pendant qu'il commettait un faux en écriture. Je ramassai un document, une impression de la demande de prêt hypothécaire. Belle Salinger, lus-je à haute voix, en lui jetant un coup d'œil. Tu as des frais de consultation de 20 000 $ attachés à ce prêt, une commission d'intermédiaire pour avoir présenté Nolan au prêteur. Mais voici la réalité. Je lâchai le papier et en ramassai un autre, le rapport de solvabilité que j'avais extrait 1 heure plus tôt. Nolan ne contracte pas ce prêt pour investir dans l'immobilier, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Il contracte ce prêt parce qu'il doit 212 000 $ à un syndicat opérant à partir d'Atlantic City. Il est fauché, Belle. Il a une valeur nette négative. La voiture avec laquelle tu es arrivé? Louée. La montre qu'il porte? Une fausse. Et cette maison? Elle est à mon nom autant qu'au sien, et je viens de signaler le titre de propriété pour fraude. Le visage de Belle devint pâle. L'arrogance la quitta, remplacée par une prise de conscience froide et tranchante. Elle n'était pas la maîtresse d'un homme riche, elle était la complice d'un indigent. Tu es fauché, murmura-t-elle en se tournant vers Nolan. Tu m'as dit que tu avais des problèmes de liquidité à cause d'une fusion. Tu as dit que tu valais 3 millions sur papier. C'est le cas, cria Nolan, le visage rouge et en sueur. Addisonnement. J'ai des actifs. J'ai besoin de déplacer quelques fonds. Il n'a rien à déplacer, corrigeai-je. Et maintenant, toi non plus, car en entrant dans cette maison en sachant que j'étais censé être parti, avec l'intention de faciliter un prêt frauduleux, tu t'es transformée en co-conspiratrice. Je n'ai rien signé, hurla Belle en reculant. Je n'ai rien fait. Je lui ai juste proposé de l'accompagner. Tu es dans la boucle de messages lui conseillant comment contourner le notaire, dis-je en brandissant mon téléphone. J'ai les captures d'écran. Assure-toi d'avoir l'acte original. Tu te souviens de celle-là? Belle s'arrêta de bouger. Elle regarda Nolan avec une haine pure.
Nolan, sentant l'étau se resserrer, changea de tactique. Il tomba à genoux, littéralement. Il s'effondra sur le tapis devant moi, saisissant l'ourlet de ma veste de tailleur. « Adi, s'il te plaît, supplia-t-il, les larmes coulant désormais sur son visage. J'étais désespéré. J'avais peur. Ils ont menacé de me briser les jambes. Je ne voulais pas te faire de mal. J'avais juste besoin de l'argent pour qu'ils s'en aillent. J'allais rembourser. Je le jure. Dis juste aux avocats d'arrêter. Dis à la banque que c'était une erreur. Nous pouvons arranger ça. » Je le regardais de haut. C'était pathétique. C'était l'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie, et il était réduit à un enfant en pleurs parce que son stratagème s'était effondré. « Ce n'est plus une question d'argent, Nolan, dis-je doucement. C'est le fait que tu avais besoin que je disparaisse pour le faire. » Je sortis mon téléphone de ma poche et tapotai l'écran, m'assurant que l'application de mémo vocal enregistrait. « Dis-moi la vérité, dis-je, la voix ferme. Pourquoi as-tu insisté autant pour que j'aille à Seattle ? Pourquoi as-tu confirmé le vol 3 fois ? Parce que je ne pouvais pas le faire si tu étais là, sanglota Nolan. Tu vérifies tout. Tu vois tout. J'avais juste besoin que tu sois parti pendant 2 jours. C'est tout ce dont j'avais besoin. 2 jours pour signer les papiers et recevoir le virement. J'avais juste besoin que tu sois parti pendant 2 jours. Merci, dis-je. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je tapotai à nouveau l'écran. Enregistrement sauvegardé. Téléchargé sur le cloud. Mon téléphone vibra avec un message de René, requête accordée. Ordonnance du tribunal émise. Le titre est gelé. Le shérif est informé d'une tentative d'usurpation d'identité en cours. Je regardais le groupe. Le notaire transpirait dans son costume bon marché. La doublure pleurait silencieusement. Nolan était à genoux. Et Belle se tenait contre le mur, ressemblant à un animal pris au piège. Mon avocate vient de geler les actifs, annonçai-je. La banque a été informée que toute signature obtenue aujourd'hui est un faux. La police a été alertée que des individus se trouvent chez moi pour tenter de se faire passer pour moi. Je me tournai vers Belle. Tu as un choix, dis-je. Tu peux rester ici et attendre la police avec Nolan. Tu peux leur expliquer pourquoi tu es ici avec un notaire et une femme portant une perruque alors que la propriétaire est absente. Ou tu peux me dire exactement ce que tu sais sur Apex Strategic Solutions. Belle regarda Nolan. Il tendit une main vers elle. Belle, ne fais pas ça. Nous sommes ensemble là-dedans. Elle regarda sa main comme si elle était couverte de déchets toxiques. Ensemble, rit-elle, un son dur et amer. Tu m'as entraîné dans un crime pour une commission de $20 000 que tu n'as même pas. Tu as fait de moi une complice de fraude. Elle se tourna vers moi, son instinct de survie prenant le dessus, vif et immédiat. C'est lui qui a engagé le notaire, dit-elle, la voix tremblante mais claire. Il a payé Vance $500 en espèces d'avance. Il m'a donné la perruque pour que je la donne à la fille. Il a tout organisé. J'ai les emails. Nolan eut un souffle coupé. Belle. Tais-toi, Nolan, lui hurla-t-elle. Je ne vais pas aller en prison pour tes problèmes de jeu. Je hochai la tête. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Quand le navire coule, les rats ne se contentent pas de nager, ils s'entre-dévorent. Continue de parler, dis-je à Belle. Et peut-être que je ne porterai pas plainte contre toi. Le lundi matin suivant, à 9 heures précises, j'entrai au siège de Blackstone & Harbor Strategy. Je ne portais pas le visage d'une épouse éplorée, je portais le visage d'une associée principale qui avait une responsabilité potentielle à écraser. Je contournai mon bureau et me rendis directement au département juridique au 42e étage. Je demandai une réunion à huis clos avec le directeur des ressources humaines et le conseiller juridique général. Quand je m'assis, je ne pleurais pas. Je ne demandais pas de sympathie. Je fis glisser une chemise cartonnée sur la table en acajou poli. Mon mari, Nolan Kim, fait actuellement l'objet d'une enquête criminelle concernant une usurpation d'identité, une fraude électronique et un faux en écriture, déclarai-je, la voix stable. Je vous fournis le numéro de dossier et une déclaration sous serment attestant que je suis la victime, et non une participante. Je veux m'assurer que ces actions ne rejaillissent pas sur la réputation de cette entreprise. Je prends les devants pour distancier ma situation financière et juridique de la sienne.
Le conseiller général regarda le rapport de police, puis moi. Nous apprécions votre franchise, Addison. Nous allons verrouiller vos dossiers internes par mesure de sécurité. Avez-vous besoin de congé? Non, dis-je. J'ai besoin de travailler. Le travail est la seule chose qu'il n'a pas réussi à contaminer. Ce fut la première entaille de la lame fine. Je contrôlais le récit avant que les rumeurs ne puissent commencer. À midi, j'avais sécurisé mon périmètre professionnel. Nolan, cependant, n'eut pas cette chance. Je demandai à Gavin, mon comptable judiciaire, d'envoyer un dossier très spécifique au responsable de la conformité du cabinet de Nolan. Nous n'avons pas envoyé de lettre disant que Nolan est un mauvais mari. Nous avons envoyé une lettre disant « Nous avons remarqué des transferts irréguliers du compte de frais professionnels de votre employé qui coïncident avec des paiements à des sites de paris sportifs offshore. » C'était factuel. C'était sec. C'était mortel. À 14h30, mon téléphone vibra. C'était une notification de LinkedIn, Nolan qui m'a mis à jour son statut professionnel. Puis vint le texto de sa part, contournant le blocage car il utilisait le téléphone d'un ami, « Tu m'as fait suspendre ? Tu es folle ? Comment suis-je censé payer l'hypothèque si je n'ai plus de salaire ? Tu es en train de brûler la maison avec nous à l'intérieur. » Je supprimai le message sans répondre. Je ne brûlais pas la maison, je la fumigeais. Il avait utilisé sa carte de crédit d'entreprise pour payer la compte du faux notaire, Vance. Il avait passé la chambre d'hôtel au Drake en frais de représentation client. Il avait tissé sa fraude dans l'échelle de l'entreprise, et l'échelle venait de se briser. Les retombées pour Belle furent plus discrètes, mais tout aussi dévastatrices. Je n'ai pas publié sa photo sur Facebook. Je ne l'ai pas étiquetée comme briseuse de ménage sur Instagram. C'est ce que font les femmes bafouées et amatrices, et cela se retourne toujours contre elles car cela donne l'impression que l'épouse est hystérique. Au lieu de cela, j'ai laissé le système faire le travail. Belle travaillait dans l'assurance de titres. C'est un secteur hautement réglementé qui exige une vérification d'antécédents impeccables et une caution. Renée, mon avocate, envoya une demande formelle au Conseil des licences de l'État. La lettre demandait simplement des éclaircissements sur le point de savoir si un agent de titres agréé est autorisé à être présent lors d'une signature où le propriétaire fait l'objet d'une usurpation d'identité. Nous avons joint le rapport de police où Belle était citée comme personne d'intérêt dans la conspiration. Le mercredi, j'appris par le bouche à oreille que Belle avait été mise en congé administratif en attendant une enquête interne. Elle commença à m'envoyer des emails des essais frénétiques et décousus. Je ne connaissais pas l'ampleur de la chose. J'ai été utilisé moi aussi. S'il te plaît, Addison, ne ruine pas ma carrière. Je témoignerai contre lui. Je leur dirai tout. Elle essayait de se sauver. Elle réalisait que pendant qu'elle jouait au jeu de voler des maris, je jouais au jeu de protéger des actifs. Et dans mon jeu, il n'y a pas de trophée de participation. Socialement, le silence fut assourdissant. Nolan essaya de devancer l'histoire. Il alla prendre un verre avec nos amis communs le jeudi soir. Je l'appris plus tard. Il raconta l'histoire d'un mariage toxique. Il leur dit que j'étais financièrement abusive, que je surveillais chacun de ses mouvements, que j'étais froide et sans amour, et qu'il avait cherché du réconfort ailleurs parce qu'il se sentait seul. Il essaya de se peindre en victime d'une femme de pouvoir contrôlante qu'il avait émasculée. Elle a des feuilles de calcul pour tout, s'était-il apparemment plaint à notre ami Marc. Elle traite le mariage comme une fusion. Je ne répondis pas. Je n'ai pas fait de message passif-agressif sur les narcissiques. Au lieu de cela, quand Marc m'appela, l'air embarrassé et me demandant si j'allais bien, je dis simplement, « Marc, je ne peux pas discuter des détails car il y a une enquête criminelle en cours concernant la falsification de documents de prêt. Mais si tu veux voir le calendrier des transferts vers le syndicat de jeu, je peux demander à mon avocate de te transmettre le dossier public. » Marc resta silencieux. Syndicat de jeu ? 200 000 $? Oui, dis-je calmement. Il a essayé de contracter un prêt hypothécaire sur la maison en prétendant que j'étais hors de la ville. Ce n'est pas un mariage toxique, Marc. C'est un crime. La machine à rumeurs s'arrêta instantanément. Le récit passa de pauvre Nolan à Nolan est dangereux. Les amis qui avaient été compatissants envers sa solitude se souvinrent soudain qu'il lui avait prêté de l'argent par le passé qu'il n'avait jamais remboursé. Le filet de sécurité sociale qu'il pensait avoir était en fait une toile d'araignée, et il se débattait en son centre.
Mais le dernier clou du cercueil vint d'une source inattendue. Le vendredi après-midi, exactement une semaine après le casse raté, j'étais assise dans le bureau de René. La vue sur la ville était grise et pluvieuse, assortie à l'ambiance du dossier sur le bureau. Nous avons du nouveau, dit René, en tapotant la transcription d'une déposition. Belle à craquer, demandai-je. Mieux, dit René. Monsieur Vance, le notaire. Je haussai un sourcil. L'homme au costume bon marché? Il s'avère, dit René, réprimant un sourire, que M. Vance n'était pas totalement au courant du plan. Nolan a dit à Vance que tu souffrais de démence précoce et que tu étais sujette à des accès de violence, raison pour laquelle tu ne pouvais pas supporter le stress de la signature. Je la fixai. Il a dit que j'avais une démence? Il a dit à Vance que la femme à la perruque était ta sœur qui avait une procuration, et qu'il faisait cela pour sauver la maison parce que tu étais mentalement incompétente, expliqua René. Il a montré à Vance un faux document de procuration médicale. Vance pensait aider un mari désespéré à sauver la maison de sa femme malade. Il ne savait pas qu'il participait à un vol jusqu'à ce que tu franchisses la porte. Donc Vance est aussi une victime, demandai-je, sceptique. Vance est un imbécile qui n'a pas fait ses vérifications préalables, corrigea René. Mais maintenant qu'il sait qu'on lui a menti et qu'il risque une révocation de sa licence et de la prison, il chante comme un canari. Il a remis les faux documents médicaux que Nolan lui avait donnés. Il a remis les emails où Nolan le coachait sur la façon de gérer l'ulcère. Il nous a fourni la preuve physique d'un faux prémédité. C'était le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Nolan n'avait pas seulement essayé de voler mon argent, il avait essayé d'effacer ma compétence. Il était prêt à inscrire dans un dossier public que j'étais mentalement inapte juste pour mettre la main sur la valeur nette de nos murs. Je ressentis un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la climatisation. C'était la réalisation d'à quel point j'étais passé près de perdre non seulement mon argent, mais mon libre arbitre. S'il avait réussi, si j'étais monté dans cet avion, il aurait pu utiliser ces faux papiers médicaux pour m'exclure de tout. Il ne se contentait pas de me quitter, murmurai-je. Il était en train de m'effacer. René se pencha en avant. Son visage était dur, le masque professionnel d'une femme qui avait vu le pire de la nature humaine et savait exactement comment le punir. C'est pourquoi la stratégie change aujourd'hui, Addison, dit René. Elle ferma le dossier avec un bruit sourd. Ce matin, j'ai retiré la demande de divorce pour rupture irrémédiable. Que allons-nous déposer, demandai-je. Nous déposons une demande de divorce basée sur la cruauté extrême et la fraude, dit René. Mais plus important encore, je remets la déposition de Vance au procureur de district. Ce n'est plus un litige civil pour savoir qui garde la porcelaine. C'est une affaire criminelle pour fraude, faux et usurpation d'identité. Elle me regarda dans les yeux. Ce n'est plus un divorce pour adultère, Addison. Maintenant, c'est un dossier de fraude, et la fraude est passible d'une peine de prison. Je regardais par la fenêtre la pluie tomber sur Chicago. Je pensais à Nolan assis dans une chambre de motel miteuse, coupé de son argent, de son travail et de sa réputation. Il avait voulu la liberté. Il avait voulu être libre de mon contrôle. Faites-le, dis-je. Envoyez le dossier. La lame avait coupé profondément. C'était propre. C'était précis. Et maintenant, il était temps de la tourner dans la plaie. La confrontation finale n'eut pas lieu dans une salle d'audience. Elle eut lieu dans le centre de médiation stérile et insonorisé au 45e étage du cabinet d'avocat de René. La vue sur Chicago était à couper le souffle, une grille tentaculaire d'acier et de verre. Mais à l'intérieur de la salle de conférence B, l'atmosphère était étouffante. Je m'assis d'un côté de la longue table en acajou. René était assise à côté de moi, la posture rigide, un épais classeur étiqueté et Kim contre qui me posait devant elle comme une arme chargée. Nolan entra avec 5 minutes de retard. Il portait son costume de négociateur, le bleu marine qu'il portait lorsqu'il essayait de vendre une mauvaise affaire à un client sceptique. Il avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux, et il avait perdu du poids. Mais il entra avec une assurance qui semblait répéter. Il essayait de projeter de la confiance, l'air d'un homme qui croyait pouvoir encore se sortir d'un crime par le charme. Il s'assit en face de moi. Il ne regarda pas René. Il me regarda droit dans les yeux, affichant un sourire doux et triste. Adi, dit-il, la voix basse et intime. Je suis content que nous fassions cela. Pas vraiment d'avocat, juste nous. Nous pouvons trouver une solution.
René s'éclaircit la gorge, un son semblable à un coup de marteau sur du bois. Monsieur Kim, je suis maître Calder, représentant votre épouse, et nous ne sommes pas ici pour retrouver une solution. Nous sommes ici pour finaliser la dissolution du mariage et le partage des biens. Nolan fit un geste dédaigneux de la main. René, s'il te plaît. C'est un malentendu. J'ai paniqué. J'ai pris de mauvaises décisions, mais Adi me connaît. Elle sait que je ne lui ferai pas vraiment de mal. Il se pencha en avant, plongeant ses yeux dans les miens. Bébé, allez. La maison, le notaire. C'était un acte désespéré. J'allais rembourser. Tu sais que je t'aime. Je le fixais. Pendant 10 ans, ce sourire avait fonctionné. Il avait effacé les anniversaires manqués et les promesses oubliées. Mais aujourd'hui, le regarder, c'était comme regarder un étranger à travers un miroir sans teint. Je ne ressentais pas d'amour. Je ne ressentais même pas de haine. Je ressentais la clarté froide et objective d'un auditeur examinant un registre frauduleux. Tu m'aimes, demandai-je. Ma voix était calme, posée. Est-ce pour cela que tu as dit au notaire que j'avais une démence précoce? Nolan tressaillit. Le sourire vacilla. J'ai dû dire quelque chose pour qu'il accepte, bafouilla-t-il. C'était juste une histoire. C'était une stratégie juridique, corrigeai-je. Tu ne te contentais pas de voler la valeur nette, Nolan. Tu construisais une trace écrite pour me déclarer incompétente. Si ce prêt était passé et que je l'avais découvert plus tard, tu aurais utilisé ces faux documents médicaux pour prétendre que je l'avais signé et que j'avais oublié. Tu me préparais à être institutionnalisé pour pouvoir couvrir tes dettes de jeu. Non, protesta Nolan, la sueur perlant sur son front. Ce n'est pas vrai. Je ne ferai jamais ça. René ouvrit le classeur. Elle ne parla pas. Elle fit simplement glisser une seule feuille de papier sur la table. C'était l'impression d'un échange de textos entre Nolan et Belle daté de 2 jours avant l'incident. Belle, Nolan, une fois que la procuration médicale est déposée à la banque, elle ne peut plus toucher au compte. Si elle fait une scène, on dit que c'est une crise. Ça nous donne 6 mois. Nolan, Belle, tu es sûr? Ça ruine sa carrière. Belle, Nolan, vaut mieux sa carrière que mes jambes. J'ai besoin de l'argent. Nolan fixa le papier, le visage vidé de toute couleur. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que son parachute ne s'ouvrait pas. Où avez-vous eu ça, chuchota-t-il. Belle s'allingeait, dit René plaisamment. Elle était très impatiente de coopérer une fois qu'elle a réalisé que vous l'aviez impliquée dans une accusation de conspiration. Elle nous a fourni l'intégralité de votre correspondance numérique. Elle appelle cela sa police d'assurance. Nolan s'affala dans sa chaise. Le costume de négociateur semblait soudain trop grand pour lui. La façade de confiance s'effondra, révélant l'homme terrifié et acculé en dessous. Elle ment, tenta Nolan, mais sa voix était faible. C'est elle qui m'a forcé. Elle avait besoin de la commission de consultation. Nous avons la chronologie, Nolan, dis-je. Nous savons que tu as contacté le syndicat il y a 3 mois. Nous savons que tu as perdu les derniers $50 000 sur un match de basket en mars. Ce n'était pas Belle. C'était toi. Tu l'as juste utilisé comme tu m'as utilisé. René fit glisser le document suivant sur la table. C'était l'accord de règlement. Voici l'offre, dit René. Vous cédez entièrement la maison à Addison. Vous cédez le reste de votre compte épargne retraite pour couvrir les frais juridiques et les coûts de comptabilité judiciaire. Vous assumez 100% de la dette envers la société Écran, Apex Strategic Solutions, et vous acceptez une ordonnance de protection permanente. Nolan regarda le document. Cela me laisse sans rien. Je serai à la rue. Je ne peux pas payer Apex sans la valeur nette de la maison. Ils vont me tuer, a dit. Il me regarda, suppliant. Tu m'envoies à la mort. Je te laisse faire face aux conséquences de tes propres empreintes, dis-je. Je n'ai pas emprunté cet argent. C'est toi qui l'as fait. Je ne signerai pas, dit Nolan, essayant de rassembler un reste de défi. J'irai au tribunal. Un juge ne vous donnera jamais tout. C'est un État où les biens sont communs. René sourit. C'était une expression terrifiante. Si vous ne signez pas ce document dans les 5 prochaines minutes, dit René en consultant sa montre, je porterai ce classeur au bureau du procureur de district. Nous avons les aveux du notaire.
Nous avons les faux documents médicaux. Nous avons les tentatives de fraude électronique. Cela passera d'un règlement de divorce à une inculpation fédérale d'ici 17 heures. Vous ne vous soucierez plus d'Apex, vous vous soucierez de faire 10 à 15 ans dans une prison fédérale. Le silence retomba sur la pièce. Le seul bruit était le ronronnement de la climatisation et la respiration saccadée de Nolan. Il regarda le stylo. Il regarda la porte. Il réalisa qu'il n'y avait pas d'issue. Il avait joué sa main, et il avait tout perdu. Il ramassa le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine le tenir. Il griffonna sa signature sur la ligne. C'était un gribouillis désordonné et dentelé, la signature d'un homme vaincu. René s'empara du document dès que l'encre toucha le papier. Elle le vérifia, me fit un signe de tête et ferma le classeur. Nous en avons fini ici, dit René. Je me levai. Je lissai ma jupe. Je me sentais plus légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de ma poitrine. Je pris mon sac à main et me tournai pour partir. Addison, dit Nolan. Je m'arrêtai à la porte. Je me retournai. Il était assis là, la tête dans les mains, l'air petit et brisé. J'ai juste, sa voix se brisa. Je pensais vraiment que tu étais parti. J'ai vu la voiture partir. J'ai suivi ton téléphone jusqu'à l'aéroport. Comment as-tu su? Je le regardais, cet homme que j'avais autrefois aimé, cet homme qui avait essayé de m'effacer pour se sauver lui-même. Tu étais tellement concentré sur le plan, dis-je. Tu étais tellement concentré sur la logistique, sur le faux notaire, sur le calendrier. Tu as oublié la seule variable que tu ne pouvais pas contrôler. Quoi? Demanda-t-il. Moi, dis-je. Tu as été choqué que je ne sois pas parti parce que tu avais besoin que je disparaisse pour réussir ton coup. Tu avais besoin d'une victime, Nolan. Mais tu as oublié que je ne joue pas les victimes. Je gère les crises. J'ouvris la porte. Voyage annulé, dis-je une dernière fois, puis je sortis, le laissant seul dans la pièce avec rien d'autre que ses dettes et le silence d'une vie qu'il avait démantelée de ses propres mains. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je sais que la vengeance peut être un sujet lourd, mais parfois, se défendre est la seule option qui reste. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à me dire d'où vous écoutez. J'apprécie toujours de voir jusqu'où ces histoires voyagent.